Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut. Et Emric. Il est où lui? Démerde-toi avec celui-là, par contre tu fais le suivant avec moi. D'accord, bon. Bienvenue dans la tour de commandement, ici Thibaut et je suis tout seul. On va pouvoir parler ensemble aujourd'hui d'un deck Fallout, puisqu'on est là dans cette série pour analyser les decks. Et aujourd'hui je suis solo pour pouvoir analyser un deck, et ma foi, que j'attendais grandement depuis qu'il a été annoncé. Mais avant toute chose, on va passer par la phase de pub. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram. Dessus, en fait, on sort les publications à chaque fois qu'on fait une vidéo. Donc du coup, si vous voulez pas louper les infos, les news, n'hésitez pas à aller là-bas. Également, quand on fait d'autres gros projets, on n'hésite pas à publier sur ces réseaux sociaux. Donc, écoutez, faites-vous plaisir et allez jeter un petit coup d'œil. En plus, on ne spamme pas, donc voilà, vous pourrez vous amuser sans trop de problèmes sur ces réseaux sociaux-là, sans qu'on vous emmerde toutes les 5 minutes. Voilà. Et n'hésitez pas, évidemment, à suivre la chaîne, mais également aller sur Twitch pour nous suivre également là-bas, puisqu'on fait des lives régulièrement et que il y a une partie du contenu que vous loupez qui est très intéressant et très interactif avec vous. Donc, venez en profiter également en live. Et si vous pouvez pas en profiter en live, il paraît que à un moment, je vais mettre les replays disponibles sur la chaîne secondaire qui s'appelle les archives de la tour de commandement et qui est du coup une chaîne sur laquelle on publie les replays des lives Twitch. Donc voilà, allez également la suivre, ça me motivera à publier les replays dès que possible là-bas. Et voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Sinon, on va en profiter également pour remercier tous les tipeurs de la tour de commandement. Ce sont les personnes qui nous permettent de continuer tout ça. J'insisterai jamais assez dessus, puisque c'est elles qui nous permettent financièrement de tenir, de continuer à avoir le studio ici, de continuer à avoir les moyens techniques et financiers, simplement de continuer toute la création de contenu, puisque mine de rien, ça prend du temps, de l'électricité. Et voilà... pas mal de moyens, donc un grand merci à ces personnes-là. Si vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo, et je tiens particulièrement à remercier nos tipeurs au rang de grands mécènes, Amarok, The Fish Spirit, Evil Devil et Echo. Donc on vous remercie tous les 4 pour votre grand soutien auprès de la tour de commandement, et en plus depuis un petit moment, de ce que je vois, voilà, j'ai les dates, donc voilà, un grand merci à vous, grand merci à tous les autres également, et merci également à ceux qui nous rejoindront ensuite, donc voilà, c'est très gentil à vous, et c'est super important pour nous. Aujourd'hui nous allons donc aborder un deck, mais un deck... pas n'importe quel deck, nous allons aborder le deck Science de Fallout, donc l'extension Fallout. Donc on rappelle, il y a 4 decks qui ont été sortis autour de l'univers de Fallout, et on a un deck blanc, bleu, rouge, Jeskai du coup, qui est basé autour de la science, et notamment des artefacts, et surtout d'une mécanique. C'est les marqueurs énergie, voilà. Les marqueurs énergie, en fait, c'est une ressource que vous possédez un petit peu comme les marqueurs poison, non, ou les marqueurs expérience, si vous souhaitez. C'est le joueur, en fait, qui va les avoir sur lui, et qui vont pouvoir être proliférés, en effet, d'une certaine façon, donc on peut les multiplier, mais en fait, qui servent de ressources supplémentaires. On va les dépenser à certains moments, avec certaines capacités, certains sorts, de manière à faire des effets, simplement faire des effets, soit faire des effets plus puissants, éventuellement. Du coup... c'est génial, mais cette mécanique-là, elle était restreinte à Kaladesh et à la révolte éthérique. Et on n'avait pas eu de commandant, en fait, à l'époque, autour de cette mécanique-là. Et là, l'annonce, la libération, le moment tant attendu d'un deck basé là-dessus, et surtout... qui joue à la fois sur l'énergie et les artefacts, ce qui est très synergique, puisque Kaladesh était également une extension basée sur les artefacts, et beaucoup d'entre eux utilisaient l'énergie, donc on était déjà basé à fond sur une double mécanique qui était bien, en fait, qui était déjà mise en place par d'anciennes cartes, donc ça fonctionnait, il y avait voilà, tout était mis en place. Et est-ce que le deck, du coup, est au rendez-vous? Est-ce qu'il a accompli la performance, la chose tant attendue d'avoir enfin un commandant et un deck viable autour de l'énergie, ce qui était trop limité avec une extension une double extension qui malheureusement n'avait pas apporté suffisamment d'éléments intéressants pour le commandeur? On va voir ça ensemble.
Voilà. Comme d'habitude, sur ces decks, on va analyser ensemble tous les commandants, et il y en a beaucoup, encore une fois, vu qu'il y a tous les personnages de la saga, enfin, une bonne majorité des personnages de la saga. Donc, on va aborder tous ces commandants-là, ceux qui peuvent être à la tête du deck, ceux qui ne peuvent pas, mais c'est quand même intéressant aussi. Les nouvelles cartes proposées par le deck Science, je vais le dire en anglais, excusez-moi, ça sonne mieux, Science. Et également les réimpressions sympas dont on va parler, qui sont bien pour le deck et en dehors du deck. Voilà. Parlons du coup du commandant principal de ce deck, c'est le docteur Madison Lee, une créature légendaire humain et scientifique qui coûte un bleu, un rouge et un blanc, c'est une 2-3. Chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, vous gagnez 1 d'énergie, et vous pouvez l'engager, payer 1 d'énergie, une créature ciblée gagne +1/+0, acquiert le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez l'engager, payer 3 d'énergie, excusez-moi, je n'ai plus compté, pour piocher une carte, et vous pouvez l'engager, payer 5 d'énergie pour renvoyer sur le champ de bataille, engager une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière. C'est pas mal, non? Si, quand même. Moi, je suis plutôt content. Puisque on est sur un commandant qui arrive relativement tôt, je veux dire, 3 manas, c'est quand même assez ridicule, c'est plutôt dans la partie basse, en fait, les coups bas des commandants. Et surtout, on est sur un commandant qui nous apporte de la plus-value et qui est un peu toolbox. Puisque d'un côté, on a le boost d'une créature, piétinement, célérité, c'est intéressant. Et vous allez voir qu'avec le deck, c'est plutôt cohérent. La deuxième capacité, c'est probablement celle que vous utiliserez le plus souvent, la pioche. C'est simple, c'est efficace, mais du coup, ça donne un petit payoff au fait que vous allez jouer les artefacts. Et surtout, la dernière capacité, c'est vraiment, vous avez accumulé beaucoup d'énergie, vous avez des artefacts intéressants qui ont été détruits, éventuellement, vous allez pouvoir les récupérer, et ça c'est génial, c'est efficace, c'est simple, ça ne demande que de l'énergie et pas du mana en plus, ça c'est parfait. Et surtout, ce que j'aime, c'est quand même cette capacité déclenchée qui est simple, et surtout, absolument pas abusable, n'est-ce pas ? Si, complètement abusable, bien sûr. Tous ceux qui ont joué un jeu artefact qui a tendance à sacrifier et ranimer des artefacts, voilà, allez voir ma deck Tech Téchard, je pense que vous allez comprendre un petit peu la logique. Eh ben, on sait très bien qu'on va pouvoir abuser et relancer des artefacts en boucle. Et l'avantage, c'est qu'on a plein d'éléments à énergie qui fonctionneront très bien avec ce genre de capacité. Donc, on sait qu'on va pouvoir cumuler pas mal d'énergie. Donc, le Dr Madison Lee, c'est un énorme engin à énergie. Je dirais même que c'est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros du deck. Malheureusement, voilà, je vous le dis tout de suite, puisque ça fait que c'est très commandant-centrique et que à partir du moment où le commandant est géré, eh ben votre deck fonctionnera un petit peu moins bien. Mais il y a d'autres choses à l'intérieur du deck, il y a quand même beaucoup de ressources. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard quand on fera le bilan. On va parler plutôt du commandant secondaire maintenant. C'est Liberty Prime rechargé, une créature artefact légendaire robot qui coûte 5, dont un bleu, un rouge et un blanc, c'est une 8/8. Il a la vigilance, le piétinement et la célérité. Et à chaque fois qu'il l'attaque ou qu'il bloque, sacrifiez-le, à moins que vous ne payiez 2 d'énergie. Et vous payez 2 de mana, vous l'engagez, vous sacrifiez un artefact, vous gagnez 2 d'énergie et vous piochez une carte. Alors, à la base, quand je l'ai vu, j'étais là, d'accord. Je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que bon, va falloir sacrifier les artefacts, mais c'est vrai qu'il a la vigilance, donc du coup, étant donné qu'il s'engage pour sacrifier un artefact pour faire de l'énergie, en fait, finalement, c'est moins un problème avec le fait qu'il ait la vigilance. Il l'aurait pas, ça aurait pas été très bon, voilà, je vous le dis tout de suite, hein, il aurait fallu donner la vigilance absolument pour pouvoir utiliser la capacité, en plus d'attaquer. Mais une 8/8 pour 5... pas mal du tout. Réduction de coût d'artefacts, dans ces couleurs-là, il y en a en plus, donc on peut s'éclater un petit peu. Et je pense qu'il peut sortir genre pour 3 mana très rapidement. Donc, potentiellement un bon commandant, en fait, bien bourrin. Alors on est dans une autre logique que le Dr Madison Lee, mais en fait, on reste dans la thématique. Le côté artefact et énergie, on est sur 2 commandants qui ne fonctionnent pas de la même façon avec ces mécaniques-là, mais en fait, qui tournent toujours autour des mêmes thématiques, et qui vont avoir besoin, en fait, qui mutuellement, en fait, s'entraident plutôt pas mal, hein. J'avoue que là-dessus, ça marche plutôt bien. Et en fait, là où le Dr Madison Lee, c'est plutôt un commandant de support, Liberty Prime, c'est un commandant, en fait, d'agression, et qui va mettre un côté oppressif, en fait, sur le champ de bataille. Du coup, il est génial, et il fonctionne de la même façon que le Dr Madison Lee, et les deux fonctionnent ensemble. C'est franchement bien, je veux dire, le concept est plutôt pas mal. Alors après, ça reste que juste une grosse créature qui fait du bourrin, mais il faut pas oublier une chose, on ne fait pas que de l'énergie en sacrifiant un artefact, on fait également piocher une carte.
Ce qui du coup rend la chose très intéressante. On se retrouve avec un système en fait où on ne fait pas juste que pour gagner de l'énergie, pour sauver Liberty Prime en fait, pour le permettre d'attaquer ou de bloquer. On fait également ça pour piocher de la value en plus, enfin pour faire de la value en piochant. Et du coup, bah, c'est très synergique également avec ce que Madison y fait, donc du coup, on est sur un bon engin en fait qui fonctionne plutôt bien. Les deux sont complémentaires, et individuellement également, ils ont leur puissance et leur faiblesse bien sûr, mais honnêtement, il y a un bon design autour des deux. On va maintenant parler de tous les commandants qui ne peuvent pas être à la tête du deck, et ils sont nombreux, je vous assure, il y en a quand même pas mal, mais ils sont intéressants. On va commencer avec les commandants blancs, et notamment Paladin Dance, Rebelle d'Acier, j'aime bien le dire en anglais, créature artefact légendaire synthétique et chevalier qui coûte 3 dont un blanc. C'est une 3-3 avec la vigilance et le lien de vie. Exilé Paladin Dance, et chaque créature que vous contrôlez, qui est un artefact ou un humain, acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ok, on est sur une sorte un petit peu de... j'ai oublié comment il s'appelle. Selfless Spirit, l'esprit dévoué, voilà, j'y arrive. Mais avec le bonus d'avoir en fait une créature qui est très bourrin en fait finalement. Parce qu'on est sur une 3-3 pour 3 avec 2 mots-clés, plus une capacité de protection. Damn boy, c'est plutôt pas mal. J'avoue que là-dessus, c'est plutôt bien. Dans les jeux créatures artefacts, vous allez avoir envie de l'avoir. Dans les jeux humains, vous allez avoir envie de l'avoir. Donc du coup, bah... ok, let's go. Donc c'est une excellente créature, je veux dire, là-dessus. Est-ce que j'ai envie de le jouer à la tête de son propre deck ? Non, je pense que c'est un petit peu léger et que bon, le fait que vous deviez l'exiler, donc du coup vous pouvez pas le ranimer ensuite, ce qui aurait été très intéressant, hein, voilà, on sacrifie notre commandant, on le laisse au cimetière, on le ranime avec une capacité, enfin avec un effet en blanc, voilà, d'autant plus que récemment vous avez vu qu'il y avait beaucoup de choses qui ranimaient des créatures qui avaient 3 en termes de mana value ou moins. Ça aurait été génial, mais là évidemment le fait qu'il s'exile, ça fait qu'on est obligé de repayer le coup à chaque fois. Donc pas forcément très intéressant en tant que commandant, par contre, dans un deck c'est un très bon outil en fait, un très bon soutien. On continue avec Curie, intelligence émergente, une créature artefact légendaire robot, qui coûte 2 dont un bleu, c'est une 1-3. À chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, piochez un nombre de cartes égal à sa force de base. Et pour 2, dont un bleu, en exilant une autre créature artefact non jeton que vous contrôlez, Curie devient une copie de la créature exilée, excepté qu'elle a, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez un nombre de cartes égal à sa force de base. Force de base, donc du coup, qui est évidemment celle qui a été copiée, en fait. Donc du coup, les marqueurs et les équipements et les auras ne fonctionnent pas dessus, puisque ce sont des boosts, et donc du coup, ça ne fonctionnera pas avec Curie. Alors c'est très marrant parce que là au niveau lore on est à 100% dedans, voilà je vais vous le dire tout de suite, vu qu'on est sur justement un robot qui peut devenir un synthétique normalement dans l'histoire, voilà je vais pas détailler en plus, mais voilà j'ai fait un peu de recherche. Du coup voilà, donc Curie est très intéressante, après ça va nécessiter en fait d'avoir d'autres créatures intéressantes en jeu. Alors je vous avoue qu'on a pensé à un tout petit truc, petit truc, genre, est-ce que vous savez qu'il y a une créature artefact 12-12 pour 1 qui existe dans Magic, qui est d'ailleurs au centre de certaines combos, mais également ici qui peut faire que Curie devienne une copie, genre, bien fat, bien fat, parce que du coup, ben, en plus, ça curve super bien dessus. Et le pire, c'est que Curie devient une copie de la créature, mais de manière définitive, voilà. Donc, ouais, voilà. Donc, alors, c'est là où c'est un petit peu particulier. On a en effet une 12-12 qui existe, j'ai oublié comment il s'appelle, le Dévastateur Phyrexian, il me semble, quelque chose comme ça, qui a un effet d'arrivée en jeu nul, voilà, qui fait souvent qu'il n'est pas très joué, mais dans certains decks, il l'est. Et ici, Curie peut en tirer avantage. Donc, du coup, là, je vous donne le bon filon. Si vous voulez monter un deck Curie, c'est un must-have dans le deck, voilà. Mais ici, je viens de préciser également un des légers défauts, très légers défauts, c'est que Curie, en fait, garde sa première capacité quand il se transforme en une copie de... Enfin, dans la copie de la créature artefact que vous avez exilée avec. Le problème, c'est qu'il ne garde pas sa... Enfin, elle ne garde pas sa seconde capacité qui lui permet de se transformer en une autre créature. Ce qui fait que du coup, bah... Vous devez être sûr, en fait. Au moment où vous allez l'activer, vous devez être sûr de ce que ça va faire. C'est un bon engin value qui, honnêtement, je vais le dire tout de suite, mérite son propre deck. Voilà, je vais être honnête tout de suite.
Curry mérite son propre deck, c'est un deck qui est intéressant. Mais ici, dans le deck en question, elle est très intéressante aussi, puisque si jamais on essaie justement de vous gérer une créature artefact intéressante, Curry en fait peut agir comme paratonnerre, comme simili-protection, une dissuasion en fait que les adversaires vont prendre en compte, puisque vous allez pouvoir payer 2 en réponse pour exiler la créature en question et que Curry en devienne une copie. Voilà, ce qui est super intéressant bien sûr. Je tiens à rappeler également que Curry, même si elle se transforme en une autre créature, si c'est votre commandant, elle est toujours votre commandant. Voilà, donc c'est toujours marrant. On continue avec James, Père Vagabond, que vous reconnaîtrez de Fallout 3, bien sûr. Une créature légendaire humain et scientifique qui coûte 3 dont 1 bleu, c'est une 2/4. Et c'est également une aventure à côté. Donc l'aventure, c'est un éphémère qui s'appelle Suivez-le, qui coûte X et 2 bleus, et qui fait enquêter X fois. Bon, sympathique. Mais James, lui, a une capacité activée qui lui demande de s'engager pour faire 2 mana incolores, et ne dépenser ce mana que pour activer des capacités. Alors, James, je sens un bon potentiel. Alors, autant l'aventure, elle est plutôt sympa, c'est un éphémère, voilà. C'est très référencé autour du lore de Fallout 3, puisque c'est votre père dans le jeu, et que c'est littéralement lui qui vous fait démarrer le jeu, en fait, en soi. Donc, c'est super intéressant. Et derrière, la capacité, en fait, qu'il a de pouvoir créer du mana pour les capacités activées, c'est très intéressant évidemment avec les indices qui sont créés par son aventure, mais aussi ça peut être utilisé d'autres façons. Et avec les jeux artefacts, il y a toujours des manières d'utiliser ces petits mana en plus et de dire tiens, je vais m'amuser avec ça. Et ça fonctionne très bien, il y a même quelques combos qui existent dans ce style, voilà. Donc là je vous laisserai un petit peu découvrir, mais James ça paraît être un bon filon en fait pour peut-être faire son propre deck, mais ici dans le deck il est très intéressant de base puisqu'on a beaucoup d'artefacts qui ont des capacités activées, ça va être intéressant à utiliser. Et puis bon, l'aventure justifie en fait la capacité qu'il a en tant que créature. Donc bon. On continue avec Nick Valentine, détective privé, une créature artefact légendaire synthétique et détective qui coûte 3 dont 1 bleu, c'est une 2/2. Il ne peut pas être bloqué excepté par des créatures artefacts. Bien. Et à chaque fois que lui ou qu'une autre créature artefact que vous contrôlez meurt, vous pouvez enquêter. Ok, bon on est sur un détective privé, il est détective, donc du coup, il y a peut-être 2-3 synergies avec Meurtre Monarch Karlov qu'on peut trouver bien sûr, mais ce qui est assez intéressant c'est encore une fois le côté créature artefact, puisque vous allez perdre des créatures artefacts dans ce deck. Il y en a pas mal, on va en parler au fur et à mesure, mais Nick Valentine en fait donne une assez bonne ressource avec l'enquête en plus derrière. Bon, j'avoue que c'est intéressant, si vous voulez jouer un jeu enquête avec des créatures artefacts, ça peut être très 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 intéressant. Donc je sens un petit quelque chose qui peut être vraiment cool à jouer avec Nick Valentine, peut-être à la tête de son propre deck, mais de manière générale dans les jeux artefacts en fait ça fonctionne, enfin créatures artefacts bien sûr. Donc bon. Ouais. Et enfin, on finit les commandants monocolores avec le Filon Maître Excavateur, une créature artefact légendaire robot, qui coûte 5 dont 2 rouges. Quand il arrive sur le champ de bataille, choisissez un adversaire ciblé, vous gagnez un nombre d'énergie égal au nombre de terrains non bases que ce joueur contrôle. À chaque fois qu'il attaque, vous pouvez payer 4 d'énergie. Quand vous faites ainsi, détruisez un terrain non base ciblé que le joueur défenseur contrôle, et les créatures sans le vol que ce joueur contrôle ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ok. Honnêtement, je le trouve pas terrible. Voilà, je vais vous le dire tout de suite. En tant que génération d'énergie, le gros souci, c'est que il ne le fait qu'une seule fois. C'est au moment de l'arrivée en jeu. Alors, le nombre de terrains non base, ça peut être très efficace dans ce style de deck tricolore, etc. Donc, face aux autres decks de l'extension, ça va être assez utile, je vous avoue. Hein. Il y a quand même pas mal de terrains non base qui sont joués. Mais derrière, de l'autre côté, ça sera fait une fois, c'est un seul adversaire, encore heureux en fait finalement, parce que sinon ça pourrait être une catastrophe. Mais moi le problème en fait c'est que l'utilisation qu'il en a, de juste détruire un terrain non base, et d'empêcher les créatures de bloquer, t'es là, oui, bon détruire un terrain, c'est presque accessoire, c'est presque lore friendly, mais les créatures sans le vol qui ne peuvent pas bloquer, ça c'est intéressant. Mais malheureusement, bon, il est pas gigantesque quoi, je trouve bien dans le deck ici, il est intéressant pour ce qu'il apporte, mais à la tête de son propre deck, je l'imaginerai jamais quoi, voilà, c'est pas bien. On passe maintenant aux commandants multicolores qui ne peuvent toujours pas être à la tête du deck, il y en a quelques-uns. On a Arcade Ganon, ou Ganon si vous voulez être à la française. Voilà. Créature légendaire humain et médecin qui coûte 4 dont un blanc et un bleu, c'est une 2/3. Et il s'engage pour piocher une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Mettez un marqueur quête sur Arcade Ganon. Ok.
Il a For Auld Lang Syne, qui dit une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort d'artefact ou d'humain de votre cimetière avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de marqueurs quête sur Arcade Ganon. Comment vous dire? C'est fort. Ouais. C'est très fort. C'est très fort. Comment vous expliquer? En fait, ce qui compte, c'est qu'on est le premier marqueur quête sur Arcade Ganon. Derrière, je vais l'appeler Arcade, ça ira plus vite. Derrière, en fait, on est en blanc-bleu. Blanc-bleu est très fort pour une chose, proliférer. Proliférer les marqueurs. La capacité proliférer, elle est très présente, surtout le bleu, il est très fort à ça, et les artefacts sont très forts à ça aussi. Il y a beaucoup de choses à faire avec. Du coup, ce qui fait que le nombre de marqueurs 4, il peut augmenter très vite sur lui, voilà, à grande vitesse, et ensuite, pouvoir relancer les sorts d'artefacts, alors, une fois par tour, ok, voilà, on met une limitation, encore heureux, donc, pouvoir relancer ensuite artefact ou humain, bon, humain, honnêtement, dehors, voilà, c'est pas utile. Vous allez, évidemment que ça va être intéressant dans certains jeux humains de pouvoir jouer ce genre de capacité, mais franchement, les artefacts ici vont avoir la cote avec Arcade de manière à pouvoir reproliférer éventuellement avec certains outils que je ne vais pas citer parce qu'ils sont vraiment trop forts, avec ce genre de capacité à la con, excusez-moi, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et en fait on va avoir de la récursion et il est génial. Alors du coup il porte bien son titre de médecin pour le coup, hein, il fait carrément de la réanimation, donc ouais. Assez intéressant, dans le deck ici il est évidemment pas mal du tout, puisqu'il nous permet de relancer des sorts d'artefacts, donc du coup, Madison y est très contente, et surtout, comme c'est de la réanimation, on a Liberty Prime qui, bien sûr, est très content. Là, c'est « Oh tiens, il me ramène mes trucs que j'ai cassés, c'est marrant !» Voilà, donc oui, ça fonctionne complètement. On continue avec l'aîné Owen Lyons, une créature légendaire humain et chevalier qui coûte 4, dont un blanc et un bleu, c'est une 3-3. Les artefacts que vous contrôlez ont parade 1, et quand il arrive sur le champ de bataille ou meurt, renvoyez une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Alors, parade 1 aux artefacts, nickel. Je dirais, il n'y a pas grand chose à dire. Et ensuite, il arrive en jeu où il meurt, tu récupères un artefact, ok. Ça peut être assez intéressant dans certains styles de jeu, notamment je pense au style de jeu Blink, et du coup j'ai un truc qui me vient, c'est... Vous connaissez le chaton éclipsant? Ouais, chaque fois que vous lancez un sort de créature, vous pouvez blinker une créature. Aïe! Voilà, je sens le truc un peu con avec ce genre de synergie débile. Mais derrière, moi je le trouve très sympa, en effet, dans ce jeu-ci, il est intéressant. Et en effet, si vous voulez jouer Blink avec des artefacts, vous allez être vraiment conquis, je pense. Et bien sûr, à la tête de son propre deck, du coup, avec le genre de synergie que je viens de vous donner, vous pouvez faire des choses. Donc, assez particulier, ça ouvre de nouvelles perspectives un petit peu sur les combinaisons Blink, Blink artefacts. Donc ouais, c'est assez cool. On continue avec Mort Écarlate, Naufrageur, une créature artefact crabe et mutant. Pardon. Qui coûte un bleu et un rouge, c'est une 1-3. Il a les yeux scintillants. Non pas les yeux revolver. Il s'engage pour inciter une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ce joueur pioche une carte et vous ajoutez un mana rouge. C'est fun. On est... Alors par contre, on est très loin de la synergie du deck. La stratégie là, elle est loin. Donc, dans le deck ici, franchement, je pense que c'est une des cartes que vous allez retirer très vite. Mais, à la tête de son propre deck, c'est assez intéressant, puisque on a ce petit côté, on va inciter, donc ce qu'on avait déjà retrouvé en bleu-rouge d'ailleurs à certaines occasions. Bonjour Fairkrag. Mais derrière, en fait, on a le petit côté un peu gros bug d'une certaine façon, avec ce « Ah bah tiens, je t'incite, mais je te fais piocher une carte. Écoute, c'est cadeau, c'est offert. » Voilà. Je me fais un mana rouge aussi, mais t'inquiète pas, c'est pas grand chose. Voilà, donc le mana en plus, finalement ça en fait un dork en bleu-rouge qui va un peu emmerder un adversaire, mais en même temps lui donner un petit coup de pouce. C'est marrant, c'est très marrant, voilà. Donc j'ai envie de voir un petit peu, mais je pense qu'on peut faire quelque chose avec. On a ensuite Rex Molos Cybernétique, une créature artefact légendaire, robot et chien, qui coûte 3, dont un blanc et un bleu, c'est une 2-2. Et à chaque fois qu'il qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, il meule 2 cartes, et vous gagnez 2 d'énergie. Et vous pouvez payer 2 d'énergie, choisissez une carte de créature ciblée dans un cimetière, exilez-la avec un marqueur cerveau sur elle, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et Rex a toutes les capacités activées de toutes les cartes en exil avec des marqueurs cerveau sur elle. On est sur un deck blanc-bleu
meule. Je ne déconne pas. On est sur un blanc-bleu meule. Alors, blanc-bleu meule avec de l'énergie, bien sûr. Ici, voilà, bon, molosse cybernétique, vous avez compris, on remplace le cerveau et tout. Et ici, c'est réellement... Là, c'est pas remplacer, parce que c'est littéralement avoir tous les cerveaux en même temps. Rex, c'est un petit peu pété, là, par rapport à ce qu'il était dans les jeux. J'aime beaucoup, puisque on a ce petit côté, en effet, meule, ce qui est assez intéressant. D'ailleurs, il faut gagner de l'énergie, mais vous avez vu, c'est pas un problème, on a 2-3 moyens de le faire, dans ces couleurs-là. Donc bon, Rex le fait de base, il meule, en fait il n'y a pas grand chose à dire, il fonctionne tout seul déjà de base, il va permettre de meuler les adversaires, faire l'énergie nécessaire, pile en plus l'énergie nécessaire pour activer sa capacité. Alors après, il n'a que les capacités activées. Voilà, capacité statique, capacité déclenchée, malheureusement non, mais on a déjà eu certains commandants qui jouaient là-dessus et qui pouvaient du coup faire pas mal de conneries. Si jamais vous faites de l'auto-meule, puisque bon, vous pouvez exiler aussi de votre cimetière, ça peut être pas mal du tout. Et chose que j'adore, et ça c'est bien quand ils le font de plus en plus, mais j'apprécie toujours autant, c'est que les cartes sont exilées avec un marqueur cerveau sur elles, et même si Rex dégage du champ de bataille et revient ensuite, étant donné qu'il a toutes les capacités des cartes en exil avec des marqueurs cerveau sur elles, et non pas les cartes exilées par lui, et bah du coup vous pourrez réutiliser, il va garder les capacités qu'il avait acquises par les cartes en exil avec les marqueurs cerveau. Ça c'est génial, j'aime beaucoup. Donc on en profite, et c'est encore une fois un bon réflexe de design de la part de Wizard. On continue avec la sentinelle Sarah Lyons, ça me dit quelque chose ça. Une créature légendaire humain et chevalier qui coûte 5 dont un rouge et un blanc, c'est une 4/4 avec la célérité. Et tant qu'un artefact est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2. Elle a le bataillon également, et à chaque fois que elle et au moins 2 autres créatures attaquent, elle inflige à un joueur ciblé un nombre de blessures égal au nombre d'artefacts que vous contrôlez. C'est très fort. Voilà, on va déjà dire une chose, alors bon, on est sur une créature qui a de très bonnes stats déjà pour l'aggro. Parfait. Mais derrière, en fait, surtout, elle a un boost de masse à partir du moment... Parce que c'est pas une capacité déclenchée, c'est ça qui est vraiment génial. La première capacité de Sarah Lyons, en fait, c'est une capacité statique. On va juste tenir compte du fait qu'un artefact est arrivé en jeu ce tour-ci pour donner le boost. C'est-à-dire que si par exemple vous jouez, je sais pas, je joue un anneau solaire, bam, comme ça je peux jouer ensuite Sarah Lyons. Parfait, nickel. Mais j'ai pas d'artefact à jouer après. On s'en fout. Sarah Lyons vérifie, elle dit « Je sais qu'il y a un artefact qui est arrivé en jeu. Avant moi, certes, mais il est arrivé en jeu ce tour-ci. Du coup, +2/+2 à tout le monde. » T'es là. Oh, ça fait mal. Ça fait très 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 mal. La capacité est géniale. Alors, évidemment, comme c'est pas une capacité déclenchée, c'est juste un +2/+2, mais honnêtement, c'est largement suffisant. Et si vous jouez dans un jeu avec des artefacts, ça va être vraiment bien, d'autant plus que le bataillon en fait est génial. Vous allez probablement avoir envie de le jouer avec beaucoup de créatures artefacts, un petit peu à la manière d'Alibou, d'une certaine façon, mais je pense que dans son deck c'est fort, à la tête de son propre deck c'est fort, et dans ce deck c'est fort aussi. Donc... enjoy. On continue avec Sean, père des synthétiques, une créature légendaire humain et scientifique qui coûte 5 dont un bleu et un rouge, c'est une 3/4. À chaque fois que vous attaquez, vous pouvez créer un jeton engagé et attaquant qui est une copie d'une créature légendaire attaquante ciblée que vous contrôlez, autre que Sean, excepté qu'elle n'est pas légendaire et que c'est une créature artefact synthétique en plus de ses autres types. Quand Sean quitte le champ de bataille, exilez tous les jetons synthétiques que vous contrôlez. Alors déjà, c'est le leitmotiv, enfin c'est le personnage principal, entre guillemets, c'est la raison pour laquelle le Fallout 4 se déroule, n'est-ce pas? Franchement, donc on est sur une stratégie bleu-rouge créature légendaire. Alors du coup, on va le dire tout de suite, dans ce deck, oui. Vu le nombre de créatures légendaires que je viens de vous citer, alors on a fini après, hein, c'est le dernier, mais on en a quand même cité pas mal, donc bon, je pense que c'est intéressant, mais alors, à la tête de son propre deck, donc bleu-rouge légendaire, déjà c'est original, voilà, parce qu'on a eu beaucoup de combinaisons pour légendaire, bleu-rouge, n'en est pas une, donc ouais, let's go. Et surtout, ce qui est quand même assez dingue, alors c'est bleu-rouge légendaire aggro, puisqu'il faut que la créature soit une créature légendaire attaquante, voilà. Donc, et en plus, c'est création de jetons, et en plus, non légendaires, et en plus, les copies sont conservées indéfiniment jusqu'à ce que Sean dégage.
Du coup, ce qui va vous demander éventuellement de le protéger beaucoup. C'est un commandant qui est très commandant-centrique, en fait. Si vous voulez le jouer dans un deck, enfin, à la tête de son propre deck, vous allez avoir envie de le protéger à fond. Du coup, vous allez peut-être mettre tout ce qui empêche d'être détruit, voilà, ça passe hors phase, ça... Parce que bon, c'est quand il quitte le champ de bataille, donc le passage hors phase est nickel là-dessus. Donc tout ce qui est passé hors phase, tout ce qui vous permet de dire, bah tiens, il est inciblable, X-proof, enfin défense talismanique, tout ce qui redirige les cibles, enfin le sort sur une autre cible, vous allez avoir envie de le faire. D'autant plus que malheureusement ici, si jamais vous arrivez à faire une copie non légendaire, ou bien à faire un Sakashima... Oh, la vache. Oh, excusez-moi, je viens de penser à un truc, voilà, Sakashima. Si vous faites un des deux Sakashima qui va du coup copier Shaun, bah en fait, vous pouvez faire en sorte que les Shaun se multiplient en boucle, sauf que du coup, ça devient exponentiel. Voilà, puisque tant qu'ils sont légendaires, donc ce qui est le cas avec les Sakashima, et ben vous allez pouvoir faire des copies, et donc du coup, ça va venir un petit peu le bordel. Ouais. C'est pas mal. C'est pas exponentiel, c'est juste ça se cumule, quoi. Donc bon, ouais, pas mal du tout. Stupide. Mais du coup, le problème, c'est évidemment que si jamais vous avez fait une copie de Shaun, bah en fait, alors via une autre capacité ou un autre effet, malheureusement, c'est toujours la référence, toujours la carte qui est à l'origine des copies du coup des synthétiques qui ont été faits. Donc là-dessus, c'est vraiment obligatoire de réussir à le protéger. Et j'ai un peu peur en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de le monter en mode ouais, on y va à fond légendaire, ce qui va être très fun, j'avoue. Mais à partir du moment où ça va être trop débile, les adversaires, leur premier réflexe, ça va être bah écoute, je te gère Shaun le plus vite possible parce que du coup, t'es dans la merde derrière. Tu perds tes synthétiques et surtout, grosse chose, c'est que Shaun coûte 5. Donc du coup, ça veut dire que ça va être 7 ensuite, 9 pour une deuxième fois encore. Ça va être compliqué à gérer. Bien, parlons maintenant des nouvelles cartes hors commandant. Et on va commencer avec l'Abri 13, le voyage de l'habitant. Une saga, évidemment, qui raconte du coup, ici il me semble que c'est le tout premier Fallout de mémoire. Donc c'est un enchantement saga qui coûte 4, dont un blanc, pour chaque joueur exilé jusqu'à une autre cible, enchantement ou créature que ce joueur contrôle jusqu'à ce que l'abri 13 quitte le champ de bataille. Ok. Pour le chapitre 2, vous gagnez 2 points de vie et regard 2. Ok. Et le chapitre 3, renvoyez sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire 2 cartes exilées par l'abri 13 et mettez le reste au-dessous des bibliothèques de leur propriétaire. Ok, ouais, c'est plutôt marrant. Alors bon, le côté exil temporaire, il est sympathique, d'autant plus qu'en fait le chapitre 3 est plutôt sympathique dans ce côté-là, en mode, bah tiens, je vais juste sélectionner par exemple une des cartes que moi, j'ai exilé chez moi, par exemple avec un effet d'arrivée en jeu. Top, vous allez voir que c'est intéressant pour ce deck. Plus une autre carte assez inoffensive chez les adversaires, pourquoi pas. Et puis bon, comme le reste n'est pas mis au cimetière, n'est pas exilé définitivement, mis en dessous de la bibliothèque, c'est plutôt... Voilà, ça peut être arrangeant pour les adversaires et pas trop prise de tête. Le souci, c'est que le chapitre 2 est plutôt... bof, quoi, on va pas se mentir. Hein. Chapitre 2, gagner 2 points de vie, regard 2, bon, c'est bien d'avoir un petit peu de regard, mais voilà, quoi, c'est... bof. Donc ouais, j'ai un petit doute là-dessus concernant la réelle utilité. C'est marrant 2 secondes, mais c'est pas non plus extrêmement fort. On continue avec un artefact qui s'appelle la chaîne de montage automatisée, qui coûte 2 dont 1 blanc. À chaque fois qu'au moins une créature artefact que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous gagnez 1 d'énergie. Et vous pouvez payer 3 d'énergie pour créer un jeton de créature artefact 3/3 incolore robot engagé. Et je précise une chose, la chaîne de montage ne s'engage pas pour faire la deuxième capacité. Ce qui est plutôt intéressant, on va dire, hein, voilà. Donc, dans un cas où vous arriveriez à exploiter notamment vos jetons de manière à faire de l'énergie, ça pourrait être pas mal, en effet. Donc voilà. La chaîne de montage est super intéressante. Vraiment là-dessus, infliger les blessures de combat, vous allez voir, c'est quand même une des logiques du deck. C'est quand même un deck relativement aggro, hein, voilà. C'est pas juste je plante des artefacts, je fais l'énergie, et puis après on va faire de la science. Non, c'est de la science de combat. Voilà. Donc c'est quand même pas mal dans la logique. Et ça fonctionne très bien, l'artefact est pas cher de base, donc ouais. C'est très cool, et ça se met vite en place. On continue avec Exagérément Chargé, un enchantement aura, qui coûte 2 dont 1 blanc, et qui enchante un adversaire. Je pense que vous avez deviné un petit peu. Et quand il arrive sur le champ de bataille, l'adversaire enchanté crée un jeton indice, un jeton nourriture, et un jeton bric-à-brac. Voilà.
Et au début du combat pendant le tour de l'adversaire enchanté, ce joueur peut payer 1 pour chaque artefact qu'il contrôle. S'il ne le fait pas, les créatures ne peuvent pas attaquer pendant ce combat. Du coup, très utile quand vous avez quelqu'un en face qui est ultra aggro, puisque là, c'est pas une prison fantomale ou une propagande, c'est vraiment exagérément chargé. Alors, c'est très bien, en fait, si jamais vous le jouez contre un deck miroir, c'est-à-dire un autre deck artefact. Ça va être très très con. Et éventuellement contre des decks qui abusent beaucoup des trésors. Ça va les forcer à vraiment claquer toutes leurs ressources pour éviter de se retrouver trop chargés. Donc ouais, moi je le trouve assez drôle, c'est très situationnel par contre, hein, voilà. Si vous êtes dans une méta qui est pas mal basée autour d'artefacts, que vous voyez que vos adversaires jouent souvent beaucoup de cailloux, etc., ça peut être très 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 bon face à eux, puisque ne serait-ce qu'avec 3 ou 4 artefacts en jeu chez un adversaire, bah voilà, ça va être 4 mana pour qu'il puisse attaquer, qu'il ait l'autorisation, ce qui peut être vraiment très très lourd pour lui. C'est pour ça qu'il est chargé. Bref, on continue avec le Pridwen, le vaisseau amiral, le Lacier, une créature, un artefact légendaire véhicule, je vais y arriver, qui coûte 6 dont 2 blancs. C'est une 6-6 quand il est piloté. Il a le vol, il se pilote pour 2, c'est pas cher. Et à chaque fois qu'un autre artefact non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature 2/2 blanche, humain et chevalier, avec cette créature gagne +2/+2 tant qu'un artefact est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle pendant ce tour. Waouh! Ça donne envie de donner la célérité tout ça, puisque on fait arriver un artefact non jeton en jeu, et on crée du coup un humain et chevalier, donc il est automatiquement 4/4. Voilà. Si jamais vous arrivez à jouer avec le flash, en fait, le Pridwen il est super, puisque ça veut dire que pendant les tours adverses, vous allez pouvoir créer des 4/4 bloquants. Damn boy. Donc voilà, très intéressant là-dessus. De manière générale, en fait, là, on sent vraiment le côté très synergie artefact qui est quand même assez débile. Parce que bon, même si les humains, on s'en fout un petit peu pour la stratégie du deck en général, c'est un bon bonus, en fait. En plus de la création d'énergie avec Madison Lee, bah, en fait, on se retrouve avec en plus un body supplémentaire. Ce qui peut être génial quand on a tendance à jouer beaucoup d'artefacts non créatures. Ça fait plaisir. On a également un autre robot, un robot sentinelle ici, qui coûte 5 dont un blanc. C'est une créature artefact robot, qui est 2/5 et qui a le flash. Tiens, je viens de parler du flash, c'est marrant. Et il coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature qui vous attaque. Ok. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 1 d'énergie pour chaque créature qui vous attaque. Ok. Et au début du combat pendant votre tour, vous pouvez payer 3 d'énergie. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Waouh. Alors, c'est extrêmement fort parce que mine de rien, ne serait-ce qu'avoir 3 ou 4 créatures qui vous attaquent, c'est très courant. Vous allez avoir à un moment quelqu'un qui va dire bah tiens, j'ai besoin de déclencher mon bataillon ou je suis un go wide, paf, j'attaque à 4. Robot Sentinelle coûte 1 à ce moment-là, il est 2/5, c'est pas mal, c'est un bon bloquant. Hein. Et derrière, on a ce bon bonus de faire beaucoup d'énergie. Ce qui fait que par exemple, si sur un tour, quelqu'un essaie de vous annihiler parce qu'il dit bah tiens, j'ai envie de détruire avant que tu fasses des conneries avec ton énergie, bah en fait, plus il va tenter d'attaquer avec beaucoup de créatures, plus en fait il va vous avantager. Alors évidemment, il faut survivre à la phase de combat, on a un petit robot sentinelle en bonus, c'est pas mal, mais surtout, bah derrière, on a le côté aggro qui ressort, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. On a ce petit côté, voilà, j'ai 3 d'énergie au début de mon combat pour mettre un marqueur +1/+1. Alors on peut en effet pas l'activer à volonté, sinon ça serait vraiment très puissant, mais le fait que ce soit au début de votre combat, bah déjà ça incite pas mal à bourrer un peu comme un gros sac, ce qui est une des raisons d'exister du deck. On continue avec le scribe de la confrérie, une créature artefact, une créature humain et artificier. Il coûte 2 dont 1 blanc, c'est une 1/3. Il a l'art des métaux, c'est-à-dire que vous pouvez l'engager quand vous avez au moins 3 artefacts pour gagner 1 d'énergie. Et à chaque fois que vous gagnez au moins 1 d'énergie pendant votre tour, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et ça peut aller très 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 vite, parce que sur un tour, on peut gagner facilement 2 ou 3 fois de l'énergie, sans problème. Et avec le deck qui est proposé là, donc un +3/+3 à toutes vos créatures, sachant que le scribe lui-même fournit de l'énergie en fonctionnant avec l'art des métaux, ce qui est génial, hein, voilà, c'est une très bonne synergie, comme on a dit, la rencontre entre les deux stratégies du deck. Donc, le scribe est super, il est vraiment génial dans ce deck, et on sent le côté très aggro qui peut en ressortir. On continue avec des cartes bleues, et notamment le Cérébrobo, oui, de guerre, une créature artefact robot, qui coûte 4 dont 1 bleu, c'est une étoile 5, dont la force est égale au nombre de cartes dans votre main. Ok. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un nombre d'énergie égal au nombre de créatures artefacts que vous contrôlez.
À chaque fois qu'il attaque, vous pouvez payer 3 d'énergie. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Ok. Bon, ben, la dernière capacité est plutôt mignonne, hein, je veux dire, le petit côté, bah tiens, il attaque et il se booste, en fait, virtuellement, en vous faisant piocher, c'est pas mal. Par contre, on va parler 2 secondes de la capacité qui m'a fait vraiment tiquer. Il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un nombre d'énergie égal au nombre de créatures artefacts que vous contrôlez. C'est pas autre, donc du coup, vous allez forcément gagner au moins 1 d'énergie, vu que le Cérébrobo est lui-même une créature artefact. Logique. Mais, dans un jeu où la majorité de vos créatures sont des créatures artefacts, je vous avoue que ça fait quand même pas mal tiquer. Puisque vous avez quand même moyen entre les créatures artefacts jetons qui sont créés dans le deck et que vous pouvez rajouter à l'occasion avec vos améliorations de deck, je pense que vous allez pouvoir vous amuser un petit peu à fond. Et là-dessus, le Cérébrobo, bah en fait, il est très efficace pour faire exactement ce que le deck veut, c'est-à-dire générer beaucoup d'énergie. Donc là-dessus, bah oui, voilà, vraiment très bonne carte. On a également l'infiltrateur synthétique, une autre créature artefact synthétique, qui est du coup, qui coûte 5 mana dans 2 bleus. C'est une 0-0 qui a l'improvisation, c'est-à-dire que vous pouvez engager des artefacts pour aider à lancer ce sort et réduire du coup le mana incolore, générique pardon, du sort. Vous pouvez, j'aime bien parce qu'il y a une précision d'ailleurs sur le fait que on doit engager les artefacts après avoir activé les capacités de mana. Voilà, c'est marrant. Vous pouvez faire qu'il arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille, excepté que c'est une créature artefact synthétique, en plus des autres types. C'est marrant qu'il puisse pas arriver en tant que copie d'un artefact, mais bon, en même temps les synthétiques sont des êtres vivants, donc bon, c'est plutôt de logique. Donc oui, enfin vivant, robotisé, vivant, c'est bizarre. Mais voilà, l'infiltrateur synthétique, bah on est encore une fois sur le cas très classique, coucou Sliver, du clone de l'extension dédiée du coup aux mécaniques de l'édition. Encore une fois, ça arrive très souvent, et voilà, on le connaît maintenant. Ici c'est très bien parce qu'on a l'improvisation qui est très bien, qui est très efficace avec ce qu'on veut faire dans le deck, avec la création d'artefacts. Donc ouais, c'est exactement ce qu'on souhaite. Bien sûr, il y a certaines copies, vous allez avoir envie de faire plus que d'autres selon les situations, donc génial. On a la rage de Nerd, c'est un enchantement aura qui enchante une créature, ça coûte 3 dont 1 bleu, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous piochez 2 cartes. Et la créature enchantée il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main, et à chaque fois que cette créature attaque, si vous avez au moins 10 cartes en main, elle gagne plus 10 jusqu'à la fin du tour. Oui, rage de Nerd. Voilà, donc il y a encore une fois un des traits que vous pouvez avoir dans les jeux. Super. Je veux dire, là-dessus, on est plutôt pas mal, puisque ça transforme en gros votre engin à value, la pioche, notamment Madison Lee et Liberty Prime, qui font tous les deux piocher, en un moyen de réussir à booster en plus une de vos créatures. Plus 10, c'est très sympa. Je connais l'un des commandants qui va être plus intéressé que l'autre. Oui, bien sûr, évidemment, Liberty Prime va dire oui à la rage de Nerd, évidemment. Le fait également qu'on enlève la limite de main, c'est génial. Ça fait qu'on n'a pas à s'inquiéter, à se dire « Attends, il faut absolument que j'ai réussi à calculer le machin. » Non, c'est bon, il n'y a plus de limite, donc si vous arrivez aux 10 cartes, essayez de les conserver. Mais dans un jeu qui va vouloir piocher énormément, hors ce deck-là, ça va être très intéressant. Moi, je connais déjà des decks qui vont pouvoir l'utiliser. Mais de l'autre côté, bah, ici, dans ce deck, ça fonctionne plutôt pas mal avec le commandant secondaire. Liberty Prime va vouloir la rage de Nerd. Voilà. En dehors de ça, est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser avec Madison Lee en tant que commandant? Pas forcément. Je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui peut être retiré, mais mine de rien, ça fait piocher 2 cartes, ça permet de booster éventuellement, dans le meilleur des cas, un de vos commandants, donc oui, enfin, une de vos créatures, pardon, donc oui. Pourquoi pas. On continue avec les cartes rouges, et notamment le Dominateur Lazérotron. C'est une créature artefact robot, au cas où vous ne l'auriez pas deviné. Ça coûte 2 dont un rouge, c'est une 2-2, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 d'énergie. Et à chaque fois qu'une créature artefact que vous contrôlez attaque, vous pouvez payer 1 d'énergie. Si vous faites ainsi, mettez selon votre choix un marqueur +1/+1, initiative ou piétinement sur cette créature. Alors ce qui est très bien, c'est que ça se déclenche à chaque créature artefact qui attaque. Donc du coup, si vous avez 10 créatures artefact qui attaquent, pour chacune d'entre elles, la capacité se déclenche et vous pouvez payer 1 d'énergie pour mettre un marqueur dessus, selon votre choix. J'aime beaucoup. L'initiative, ça va être très bien de manière à insister, notamment, on a des créatures qui ont parfois un peu beaucoup de force, et un peu moins d'endurance, donc l'initiative sera parfait pour elles. Les marqueurs +1/+1, c'est assez générique, donc ça peut bien fonctionner. Et le piétinement sur les bêtes qui sont déjà assez imposantes, on a parlé tout à l'heure d'un +10/+10, ça tombe bien.
Donc ça peut être intéressant de mettre en plus le piétinement sur la créature qui aura la rage de nerd. Donc ouais, le dominateur Lazerotron est pas mal du tout, et d'autant plus qu'il a pas besoin d'attaquer lui-même. Ce qui est super, parce qu'en fait ça peut être un support, malgré le fait qu'il ait des épées enflammées et un laser. Vous pouvez juste le garder en soutien derrière, ça peut être très bien. Il coûte peu cher, il est efficace, donc c'est exactement ce qu'on souhaite. On a ensuite l'explosion de capsule, un éphémère qui coûte 5 dont un rouge. Il a également l'improvisation. Et il inflige 5 blessures à n'importe quelle cible. Si un surplus de blessures a été infligé à un permanent de cette manière, créez autant de jetons de trésor engagés. Je suis pas très fan, là je vous avoue tout de suite, c'est vraiment pas ma tisane, parce que, bon, l'improvisation est plutôt cool, hein, bien sûr, mais bon, le côté, je vais créer des trésors pour le surplus, ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser 5 mana et ou artefacts à engager pour dire, bah tiens, je vais créer 4 trésors en plus de mettre des blessures sur une 1-1 ou un Planeswalker à 1. Bof, voilà, je suis pas trop sûr de mon coup là. D'autant plus que je pense que ce genre d'effet, vous allez le faire souvent sur une créature qui a au moins 3, 4, 5 d'endurance. Donc bon, les trésors en plus, c'est sympathique, mais voilà, c'est pas forcément le truc que je vois venir en premier. Après, ça reste une carte intéressante pour ce style de jeu, mais bon, c'est pas non plus une énorme carte, quoi. On va enchaîner avec un nouvel équipement, donc un artefact équipement qui s'appelle la lance plasma, et regardez à quel point cette personne est ravie de maîtriser sa lance plasma. Ça coûte 2 dont un rouge, la créature équipée gagne +1/+1, ça s'équipe pour 2, et à chaque fois que la créature équipée attaque, vous gagnez 2 d'énergie. Vous payez 2 d'énergie, choisissez une créature ciblée qui bloque la créature équipée, jouez à pile ou face. Si vous gagnez, exilez la créature choisie, sinon la lance plasma lui inflige une blessure. Pourquoi pas? J'aime bien le petit... Voilà, c'est pas très cher, hein, petit +1/+1 avec le gain d'énergie systématique à l'attaque. Pourquoi pas? De certaine façon, ça fait un petit peu penser... Alors, un petit peu penser au JT d'Umezawa, puisque en fait on gagne les marqueurs énergie qui vont nous permettre ensuite de déclencher la capacité, donc enfin d'activer la capacité, c'est pas mal. Le pile ou face est très marrant, voilà, c'est bam, on exile, t'es là, ouais d'accord, ou alors on affiche juste une petite blessure, mais en fait, heureusement, parce que je m'attendais presque à un retour de flamme en mode, ah bah tiens, non, vas-y, c'est la créature qui va prendre une blessure, non, on est sur quelque chose qui met quand même un petit... C'était toujours un avantage, même s'il y a le gros et le petit avantage, voilà. Mais très intéressant pour la génération d'énergie. Nous avons ensuite la dernière carte du rouge exclusive, c'est l'éradicateur synthétique. Une créature artefact synthétique et soldat, surprenant, qui coûte 3 dont 1 rouge, c'est une 3/3 avec la célérité. Et à chaque fois qu'elle attaque, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous gagnez 2 d'énergie. Si vous ne le faites pas, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Donc voilà, soit vous gagnez de l'énergie, soit vous allez pouvoir jouer la carte ce tour-ci. Donc bon, à voir, c'est une sorte d'impulse draw assez amusante. Donc ouais. Et derrière, vous pouvez l'engager et payer 3 énergies pour infliger 3 blessures à n'importe quelle cible. Ok. Bon. Assez amusant, je veux dire, le design est plutôt marrant. Ce que j'aime bien en fait, c'est que déjà on est sur une créature célérité, donc ça va être très efficace, et tout de suite, bam, on tire de la value. Encore une fois, voilà, comme je disais, la génération d'énergie, il y en a pas mal, vous l'avez vu déjà jusque-là. Donc ça, c'est très intéressant, et on a une sorte d'impulse draw, donc qui peut être intéressante dans certains styles de jeu. Donc tous les jeux qui vont vouloir justement jouer depuis l'exil, tout ça, peuvent jouer l'éradicateur synthétique, et on peut faire abstraction en fait de l'énergie, de tout le côté énergie dessus. Donc c'est une bonne carte pour ce style de jeu-là, ce qui est très intéressant, hein, donc ça en fait quelque chose d'assez polyvalent. Et dans ce deck, on a en fait vraiment ce côté choix disponible, parce qu'on exile d'abord la carte, et ensuite on choisit. Voilà, c'est pas soit on exile, soit on fait l'énergie, c'est non, on va exiler et ensuite on décide si on peut jouer ou si on fait l'énergie. C'est ça qui est génial. Donc là-dessus, si jamais vous topez encore un land, t'es là, bon bah je m'en fous moi du terrain, j'ai déjà landé ce tour-ci, ok, je fais mes 2 d'énergie, pas de problème. Donc ouais, très efficace. Après, le petit 3 blessures à n'importe quelle cible, bon, allez, voilà, c'est sympathique, ça peut être bien à l'occasion, mais au pire, quand il peut plus attaquer, mais ça c'est un petit peu dommage, il faudrait lui donner de l'évasion, en fait, de manière à ce qu'il puisse attaquer à chaque tour, surtout. On continue avec les cartes multicolores, et on va enchaîner avec une nouvelle saga, c'est l'abri 112, simulation cruelle. Oui, en effet, qui coûte 4 dont un bleu et un rouge. Les 2 premiers chapitres font engager jusqu'à une créature ciblée et mettez un marqueur étourdissement sur elle, vous gagnez 2 d'énergie. Ok. Et le chapitre 3, payez n'importe quelle quantité d'énergie. Si vous avez payé au moins 1 d'énergie de cette manière, mélangez votre bibliothèque, puis exilez autant de cartes du dessus. Vous pouvez jouer l'une de ces cartes sans payer son coût de mana. Ok. On a un petit côté un peu random quand même. Alors bon, les côtés étourdissement c'est très lore friendly, au moins on gagne 2 d'énergie, c'est assez efficace à chaque chapitre, donc pas mal. Le 3,
Le gros problème, c'est qu'en effet, on mélange la bibliothèque avant d'exiler les cartes. De toute façon, je pense que si ça n'avait pas été mélangé, il y aurait eu un problème, et notamment beaucoup d'abus possibles. Ici, pas d'abus possible, voilà, on va devoir mélanger. Mais combien de cartes est-ce qu'on aura envie d'exiler dessus de la bibliothèque? Peut-être 3, peut-être 4, mais je sais pas si c'est une excellente carte en fait. Ici, je la trouve très bien pour ce jeu énergie, parce que on a les ressources, parce que elle donne de la ressource en fait qu'on a besoin pour ce deck. Mais honnêtement, je pense que le troisième chapitre, bah souvent, on va le laisser partir tranquillement, juste en se disant, bah pour 4, j'ai généré 2 d'énergie sur 2 tours, donc bon, 4 d'énergie au total, pourquoi pas. Mais le troisième mode, j'ai un gros doute. Si vous voulez jouer un peu plus sur le hasard et tout, ça peut être sympa, mais là, bof. Ensuite, on a l'électro-siphon, un éphémère qui coûte 2 bleus et 1 rouge, et vous le sentez venir. Il dit, contrecarrer un sort ciblé, vous gagnez un nombre d'énergie égal à sa valeur de mana. Ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Encore une fois, là, on est sur un très bon contresort énergie, parce que bon, vous avez déjà vu des mana drain, vous avez déjà vu ce genre de choses en fait qui existent, et là on a la version énergie qui est du coup moins chère que par exemple, j'ai oublié le nom, ça y est, celui qui fait des trésors en fait égal à la valeur de mana, mais voilà, c'est moins cher en effet, et ça fait de l'énergie. Donc dans ce deck c'est parfait, en dehors bien évidemment, vous n'allez pas le jouer. Voilà, vous n'allez pas le jouer hors des decks énergie, c'est évident. Mais ici c'est une excellente carte et c'est exactement ce qu'on veut. Donc c'est exactement ce qui n'existait pas avant et qu'on a besoin ici. On va parler évidemment des artefacts exclusifs du deck, il y en a quelques-uns, oui je sais c'est très long mais il y a beaucoup de choses à dire. On a notamment l'armure assistée T45. Oui, un artefact équipement qui coûte 2 et qui s'équipe pour 3. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 d'énergie. Cool. La créature équipée gagne +3/+3 et ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Bah oui, c'est une grosse armure. Et au début de votre entretien, vous pouvez payer 1 d'énergie. Si vous faites ainsi, dégagez la créature équipée, puis mettez selon votre choix un marqueur menace, piétinement ou lien de vie sur elle. Alors, le côté, c'est une armure lourde, donc du coup elle a besoin d'énergie pour fonctionner. Oui. Mais ce que j'apprécie tout particulièrement en fait dessus, c'est le fait qu'on va rajouter des marqueurs en plus, des marqueurs capacité. Piétinement avec le +3/+3, c'est top. Menace, c'est complémentaire. Lien de vie, c'est vraiment le bonus. Souvent, vous les aborderez dans ce sens-là, je pense. Ça va être piétinement d'abord, puis ensuite menace, puis ensuite lien de vie. À moins que voilà, vous ayez besoin de la menace pour passer chez quelqu'un en particulier. Donc ouais, très efficace. Derrière, c'est un équipement qui est assez peu cher, ce que j'apprécie beaucoup. Évidemment, vous pouvez vous amuser à tout simplement rééquiper sur une autre créature après la phase de combat. Bah tiens, il s'est engagé pour attaquer avec le +3/+3, d'accord. On déplace ailleurs, ça peut être très marrant. D'autant plus que le fait de déplacer, ça va faire que vous allez pouvoir continuer à mettre des marqueurs sur vos créatures, les marqueurs capacité. Donc ça fonctionne bien. On a ensuite le Behemoth de la brise 0, une créature artefact robot qui coûte 6, qui est une 6/6. Piétinement, quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 4 d'énergie. Quand il meurt, vous pouvez payer une quantité d'énergie égale à la valeur de mana d'un permanent de mon terrain ciblé. Quand vous faites ainsi, détruisez ce permanent. Ça m'amuse beaucoup parce qu'en fait c'était le boss final de Fallout 1. Enfin, pas le boss final, mais c'est la zone finale de Fallout 1. Oui, je me suis renseigné. Donc voilà. Mais on est sur une bonne bête, ok, qui crée pas mal d'énergie. 4 d'énergie, c'est bien, c'est bien. Après, honnêtement, la destruction de permanents éventuels quand on le perd lui, pourquoi pas? Je veux dire, je pense que c'est pas mauvais, c'est assez intéressant, c'est pas obligatoire, donc ça c'est assez cool. Donc ouais, pourquoi pas. On a ensuite le camp CAMP. Oui, le camp, voilà. Un artefact fortification, ça va être intéressant, qui coûte 3, et qui se fortifie pour 3. Donc pour 3, en fait, vous pouvez l'attacher à un terrain ciblé que vous contrôlez, et vous pouvez le faire uniquement en rituel. C'est un équipement pour terrain, voilà, tout simplement. À chaque fois que le terrain fortifié est engagé pour du mana, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Si cette créature partage une couleur avec le mana que ce terrain a produit, créez un jeton bric-à-brac. Ok. Bon, écoutez, moi tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est un bon élément. C'est assez efficace. Le petit +1/+1, plus derrière le jeton bric-à-brac, ça va être assez facile si vous le mettez sur un terrain qui fait n'importe quelle couleur de mana, command tower, etc. Ce sera génial. On enchaîne avec le coffre-fort verrouillé, expert, qui coûte 2, c'est un artefact qui nous permet, quand il arrive sur le champ de bataille, d'exiler face cachée les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, donc vous n'avez pas le droit de les regarder. Et ouais. Pour 1, en l'engageant, vous et un adversaire ciblé choisissez secrètement chacun 1, 2 ou 3. Puis ces choix sont révélés.
S'ils sont identiques, sacrifiez le coffre-fort verrouillé, expert, et mettez toutes les cartes exilées par lui dans les mains de leur propriétaire. Sinon, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque face cachée. J'aime beaucoup. Disons que c'est un petit coffre, on va renforcer un petit peu tout ça et dire vas-y j'exile des cartes. Et les adversaires vont rarement le gérer quoi, ils savent que vous avez des cartes à cet endroit-là, mais on sait pas ce que c'est, vous ne savez pas ce que c'est sympathique, c'est assez marrant, donc ouais, je veux dire oui, ok pourquoi pas. En plus, derrière je vais juste te dire une chose, mais c'est très jouable avec le Toymaker du Secret Lair Doctor Who. Voilà, donc je dirais, voilà, je ne le dis qu'une fois, mais c'est très intéressant avec ce truc-là, puisque ça demande de choisir. Voilà, assez drôle. On enchaîne avec le distributeur de Nuka-Cola, eh oui, fallait bien qu'il soit là. Un artefact qui coûte 3. Vous pouvez payer 1 et l'engager pour créer un jeton nourriture. Et à chaque fois que vous sacrifiez un jeton nourriture, créez un jeton trésor engagé. Alors ici c'est très amusant parce que mine de rien, si vous jouez avec le fabricateur de l'académie, bah, au lieu de créer un jeton nourriture, vous allez créer un jeton nourriture, un jeton indice et un jeton trésor. Et si vous jouez ça dans un jeu qui a tendance à beaucoup sacrifier ses artefacts, pas forcément pour leur effet de base, notamment dire tiens je sacrifie un artefact pour gagner du mana, pour mettre des dégâts, etc., pour piocher des cartes, bah vous pouvez vous amuser justement à créer des trésors engagés de manière assez exponentielle. Donc c'est pas mal efficace, et je pense qu'avec le fabricateur de l'académie, il y a un truc un peu con à faire. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec les figurines, bien sûr, vous le savez, il y en a toujours dans les decks. Ici, c'est la figurine d'endurance, la première, un artefact figurine qui coûte 3, qui fait du mana de n'importe quelle couleur en s'engageant, et pour 3 en l'engageant, jusqu'à X créatures ciblées que vous contrôlez gagne +1/+0 et acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de figurines que vous contrôlez jusqu'au moment, au moment où vous activez cette capacité. N'activez que en rituel. Ok. Alors, je vous avoue que je suis pas très fan, parce que en rituel, ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser de manière réactive. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien du tout. À la limite, n'activez que pendant votre tour, pourquoi pas. Que en rituel, voilà, c'est pas terrible. Je vous avoue que là, je suis pas très satisfait de la figurine d'endurance. Bon, tant pis. On continue avec la figurine d'intelligence, une artefact figurine qui coûte 3, qui fait n'importe quelle couleur de mana en s'engageant. Payez 5, vous l'engagez et piochez X cartes, X étant le nombre de figurines que vous contrôlez. Je pense qu'on est sur un très bon payoff figurine. Si vous voulez jouer le deck avec toutes les figurines disponibles, honnêtement, d'ailleurs, je vais quand même vous le dire, probablement que ce deck-ci, c'est celui dans lequel vous auriez envie de rassembler toutes les figurines, puisque ce sont des artefacts, donc ça fonctionne avec la synergie du deck. Donc là, voilà, piocher X cartes, ok, très bien, c'est assez efficace. Pour 5 mana, par contre, vous avez vraiment envie d'avoir au moins 4 ou 5 figurines, quoi. Donc bon, je suis mi-figue, mi-raisin, faut vraiment avoir le deck qui contienne la majorité des figurines, si ce n'est toutes. Et enfin, on termine les artefacts avec le Vertiptère de la Confrérie, un artefact véhicule qui coûte 3, qui est étoile 4 avec le vol, qui se pilote pour 2, et la force du Vertiptère est égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez, tout simplement. Bon. Oui, c'est efficace, dans le jeu ici ça sera pas mal, on est sur un artefact qui ne coûte, enfin un véhicule qui ne coûte que 3, qui est quand même en vol, donc c'est plutôt bourrin en fait, ça fonctionne pas mal. Le pilotage 2 est génial parce que c'est vraiment pas cher, et ça fonctionne très bien de manière globale avec tout le deck. Donc bon, oui. On a pour terminer 2 terrains exclusifs, bien évidemment, il y en a un, vous savez à peu près ce que c'est. On a Helios One en premier terrain, qui s'engage pour faire du mana incolore, ou bien vous payez 1, vous l'engagez et vous gagnez 1 d'énergie, ou bien vous payez 3, vous l'engagez, vous payez X d'énergie, vous le sacrifiez, détruisez un permanent non terrain ciblé avec une valeur de mana de X, uniquement en rituel. Alors, je vous avoue que faire de l'énergie avec un terrain, c'est génial. C'est le genre de truc qu'on a rarement eu. C'était souvent à l'arrivée en jeu, rarement généré en l'engageant. Et derrière, le coup de sacrifice, je vais dire non. C'est en rituel, ça demande 3 mana, l'engager, payer de l'énergie, le sacrifier pour détruire un permanent non terrain. Non. Voilà, et c'est beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Et enfin, on a le lac Férique. Non pas le lac féerique, le lac Férique. Il y a du fer dedans. Et du coup, qui est en fait le cachet, voilà, le terrain caché de la suite du cycle qu'ils sont en train de compléter. Donc du coup, ça s'engage pour faire un mana bleu, un mana rouge. Donc bon, bien. Pas un de mes favoris, mais c'est bien qu'ils finissent le cycle. Ouf, beaucoup de choses sur les nouvelles cartes. On va passer maintenant un peu aux rééditions. Et j'ai décidé de commencer avec un très grand coup de gueule. Il y a dans ce deck Commandement d'austérité. Et
Alors il y en a qui vont dire, ouais, Thibaut il a vraiment pas cette carte chaque fois qu'elle est dans un deck. Non, c'est pas chaque fois. Mais c'est souvent parce que malheureusement, dans ce deck, eh ben c'est pas terrible. Commandement d'austérité, je vous rappelle, c'est un sort qui est modal. On doit choisir 2 modes sur les 4 qui sont proposés. Destruction d'artefacts, destruction d'enchantement, destruction des créatures à 3 ou moins, ou alors 3 ou moins de valeur de mana, destruction à 4 ou plus de valeur de mana. Il y a un léger problème dans ce deck. Tout petit. On a dans le deck, en artefacts non créatures, 22 artefacts non créatures. On a toute la clique des accélérateurs de mana, qui sont très bien, c'est un très bon choix de la part de Wizard. Donc, on a 22 artefacts non créatures, plus, vous l'avez vu, beaucoup de créatures artefacts, je veux dire une dizaine de plus facile, ce qui fait que vous ne choisirez quasiment jamais le mode artefact. On a également quelques enchantements très sympas, pas beaucoup, ils sont 5 il me semble, donc c'est probablement l'un des modes que vous aurez le plus envie de choisir, et surtout, alors là c'est le truc qui m'énerve le plus, il y a 24 créatures dans ce deck, 12 à 3 ou moins de valeur, et 12 à 4 ou plus de valeur. Voilà, donc ne mettez pas commandement d'austérité, retirez-le, et trouvez quelque chose qui soit plus asymétrique. L'intérêt de commandement d'austérité, c'est le fait que, quand vous allez choisir les modes, vous savez que vous êtes avantagé par ceci. Le problème, c'est que dans ce deck, vous êtes littéralement le cul entre 3 chaises. Ce qui est pas possible, en fait. Donc vous allez forcément y perdre des plumes, alors que le but de commandement d'austérité, quand il est bien utilisé, c'est de l'utiliser dans un deck où vous savez que vous allez en tirer un énorme avantage. Ici, ça ne sera pas le cas. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Il est bien, c'est sympa, commandement d'austérité. Vous avez plein de decks dans lesquels ce sera super sympa. Mais ici, dans ce deck préconstruit, il n'est pas bon. Voilà, vous le savez, je l'ai dit. Ceux qui me diront le contraire, c'est parce que vous avez eu une expérience qui était positive et que c'était arrivé au bon moment, mais la majorité du temps, ça sera mauvais. Voilà. On continue avec plein de cartes qui jouent avec les artefacts. J'ai mis quasiment que ça, hein, voilà. On a un petit peu de tout, on a Fusion avec la machine qui est de retour pour nous faire piocher beaucoup. Avec les cartes qui sont présentes, ça va être génial. Gredina Voltigeur que j'apprécie énormément parce que rendre imbloquable certaines des créatures qu'on a vues qui aiment taper, et surtout toucher les adversaires, ça va être très facile. Voilà. Production mécanisée parce que l'illustration, parce que le lore aussi, et parce que, bah oui, un bon moyen également de gagner éventuellement, et d'avoir aussi des artefacts. Vous avez vu, on a quand même pas mal d'artefacts qui ont des effets d'arrivée en jeu pour nous faire gagner de l'énergie, et bah du coup, production mécanisée fonctionne très bien avec ça. Ça permet à tout notre deck de fonctionner de manière très efficiente. Donc même sans vouloir faire une condition de win avec, vous avez juste la possibilité de dire, bah tiens, je vais copier chaque tour cet artefact-là qui me fait de l'énergie, qui me fait beaucoup d'énergie, c'est cool, ça fonctionne bien. On a également Brigadier d'Acier, que j'adore le fait qu'ils aient choisi ce robot-là pour jouer le Brigadier d'Acier, c'est parfait. Donc bon, c'est excellent, on a beaucoup de créatures artefacts, à un moment on va avoir envie de les renforcer parce qu'il y en a des plus petites qui sont peut-être un petit peu plus faibles. On a Ouvrez les chambres fortes et Réveiller le passé qui sont la même veine, c'est-à-dire bah, simplement le fait de récupérer tous nos artefacts, c'est génial. Alors ouvrez les chambres fortes, bon l'illustration est très belle, hein. Bon c'est Fallout 76, hein, chacun ses goûts, mais ce qui est génial c'est que vous en tirez forcément un plus gros avantage que vos adversaires puisque vous avez beaucoup d'artefacts dans ce deck. Et Réveiller le passé, c'est évidemment la better version en multicolore. Et enfin, je ne pouvais pas finir sans parler de ces deux-là, parce que quand je les ai vus, j'ai fait « Wow ! Ah oui, d'accord, ok. » La Forge Mystique, qui est de retour, elle avait été rééditée dans Warhammer 40K également, ils avaient vraiment bien fait les choses. Ici, ils le refont également. Donc, Forge Mystique, génial, c'est exactement ce qu'on souhaite. Et surtout, le Panharmonicus. Alors celui-là, je ne l'avais pas vu venir, mais en fait c'est ultra pertinent parce que comme je vous l'ai répété juste avant, il y a pas mal d'artefacts, de créatures qui vous permettent de gagner de l'énergie à l'arrivée en jeu. Alors, c'est pas le cas avec nos commandants, je suis complètement d'accord, parce que du coup j'ai regardé les commandants, je dis ah non, c'est pas l'arrivée en jeu, c'est au cast, oui en effet avec Madison Lee. Bah oui, non. Ici, on est sur un Panharmonicus qui est là pour les autres créatures du deck qui nous permettent de faire beaucoup d'énergie à l'arrivée en jeu. Et du coup, bah, c'est pas mal du tout en fait, ça fonctionne très très bien. Donc oui, Panharmonicus ici est très intéressant pour la génération d'énergie. Alors, mon petit bilan sur le deck. T'en penses quoi, Émeric? Voilà, donc mon petit bilan sur le deck, eh ben honnêtement, sachant que c'est le troisième deck qu'on analyse sur cette édition, pour le moment c'est le meilleur.
Voilà, je vais le dire, je le dis. Voilà, je le dis très clairement et je l'assume complètement. Pour moi, c'est le meilleur des trois. Si vous m'avez entendu sur les 2 premières vidéos, on a rediscuté encore avec Emeric, on a rediscuté avec des gens qui ont testé les decks, puisque là, ils viennent tout juste de sortir au moment où j'enregistre cette vidéo. Clairement, les autres decks dont on a parlé juste avant avaient un tout petit défaut, ils étaient là, ça boubouitait, ouais, mais voilà, ça menait pas... Il y avait des petits problèmes de synchronicité entre les stratégies qui étaient proposées, la synergie était pas trop là, et ici, ben si, la synergie, elle est là, on joue sur les créatures artefacts, on joue sur leur présence sur le champ de bataille, on joue sur l'énergie en plus pour les booster, pour les renforcer, et on a des moyens de les utiliser en plus comme ressources supplémentaires, de dire bah tiens vas-y les artefacts je peux les sacrifier ensuite, générer de l'énergie en plus, les récupérer. On a les 2 commandants qui sont très synergiques ensemble, contrairement aux 2 decks précédents où c'était un petit peu bon bah voilà pourquoi pas. Là on est vraiment sur un duo de commandants qui est génial, qui fonctionne très bien. Et du coup, littéralement, on peut remplacer l'un par l'autre, et en fait, juste avoir un style de jeu un petit peu différent, mais le deck est toujours valable, en fait. Le deck est toujours synergique avec le commandant que vous allez mettre à la tête du deck. Donc, oui, les commandants secondaires sont très intéressants. Bon, à part certains, voilà, là, je viens de voir, je suis là, bon, ok, il y a 2-3 trucs qu'il faudrait retirer, bien sûr, mais il y en a qui sont vraiment super pertinents. On est sur un deck qui est très synergique en fait, et bon, même s'il y a 2-3 cartes bien sûr qui sont là pour faire des références, faire du lore friendly, on a les figurines qu'on peut dire, mais voilà, bon, pourquoi pas. Il y a des choses qui sont très lore friendly bien sûr, mais de manière générale en fait, entre les cartes rééditées et les nouvelles cartes, il y a de bonnes synergies à proposer, plus, il faut le préciser. Également, j'ai des cartes qui ont été rééditées, dont j'ai pas parlé, qui sont juste de bonnes cartes à énergie, et qui sont très simples en fait dans leur fonctionnement. C'est efficace, ça fonctionne bien, ça donne de la plus-value, et c'est tout. Donc voilà, du coup là-dessus, bah honnêtement pour le moment, moi je trouve que c'est le meilleur des 3 que j'ai vu. Mais, il en reste un, et Emeric a insisté pour que je le fasse avec lui, c'est qu'il doit y avoir une raison derrière tout ça. Donc, moi, ce que j'attends en attendant le prochain épisode, c'est que vous donniez dans les commentaires de la vidéo votre avis sur ce deck, qu'est-ce que vous en pensez tel quel, en voyant juste la liste, qu'est-ce que vous en pensez après l'avoir joué, qu'est-ce que vous voyez comme amélioration éventuellement. Moi j'en vois beaucoup, avec les cartes de Kaladesh, ça va être génial. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, donc je vous attends dans les commentaires, et voilà, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Bye bye.